son inversibilité en regardant juste les colonnes. Okay. Parce que pour la matrice aussi, je peux la voir comme étant un ensemble de colonnes. Ça veut dire que si la matrice elle appartient à M, MPK, alors bien sûr, pour l'inversibilité, la matrice doit être certainement une matrice carrée. Okay. Sinon, on ne peut pas parler d'inversibilité. Et on veut, bon, c'est que déjà on a la définition qu'est-ce qu'une matrice inversible. Alors, une matrice inversible doit avoir quoi? Matrice inversible, c'est la définition qu'on a fait donc, dans les structures algébriques. Ça veut dire qu'il faut trouver une matrice B telle que A fois B égale l'identité et B fois A égale l'identité. C'est ça? C'est une matrice inversible. Et là, on veut caractériser la matrice inversible en regardant juste les vecteurs qui sont situés dans les colonnes. C'est exactement les colonnes de la matrice. Mais si on voit donc la matrice A comme étant un ensemble de colonnes, on va dire que ça c'est CM1, c'est la première colonne de la matrice, ça c'est C2M, la deuxième colonne de la matrice, ainsi de suite jusqu'à MP, CPM, ça veut dire la PM colonne de la matrice. Alors, ces colonnes-là, on peut les voir comme étant quoi? Comme étant des éléments de la matrice, de l'ensemble des matrices P, matrice colonne, P1, P1. Okay. Alors là, on va montrer dans la proposition 6, ce qu'on appelle sous caractérisation de matrice inversible, c'est que A est inversible, si seulement si, voilà. Si on regarde les matrices comme étant une famille de vecteurs, ça veut dire CAM, ainsi de suite, CPM, cette famille de vecteurs est une base de MP. Alors, ça nous donne une méthode pratique hein, pour vérifier l'inversibilité d'une matrice. Ça revient à ce qu'on a déjà vu au début du chapitre, cette phase vectorielle. Ça revient à vérifier quoi? Vérifier est-ce que c'est une base. Bon, déjà puisque le nombre d'éléments de colonnes coïncide avec une dimension d'espace, ça devient encore plus facile. Ça veut dire qu'il suffit de montrer quoi? Que la famille est libre. Okay? Il suffit de montrer que la famille est libre. Voilà. Ou bien génératrice. Il faut voir ce qui est plus facile pour vous. Soit de montrer qu'elle est libre, soit de montrer qu'il est génératrice. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Voilà ce qu'on va faire dans cette partie. Okay. Alors, déjà, on va commencer par remarquer la chose suivante, c'est que s'il existe un Coulomb qui appartient à MP, d'accord, tel que quoi, M fois Coulomb est égal à IP. Alors, ça c'est équivalent à dire, quoi que les colonnes de la matrice M, c'est-à-dire CMA, CPE, est une famille qui est générale. Une famille qui est génératrice. Ok. C'est une famille qui est génératrice de quoi? De l'espace. C'est l'espace. C'est l'espace de l'espace M P1 de E. Voilà. Si on trouve une matrice, on va multiplier A à droite de M, ça donne IP, donc ça nous donne que la matrice génératrice. La deuxième remarque nous dit quoi? Si on trouve une matrice P, si on la multiplie à gauche par
Si on multiplie M à gauche par P, ça nous donne IIP. Donc ça entraîne quoi que la famille est libre. Et bien sûr, si on applique ceci à notre matrice inversible, parce que si la matrice est inversible, on va le multiplier à gauche et à, on va multiplier à gauche et à droite. Okay, ça veut dire qu'il est en même temps la famille, en même temps génératrice, il est libre. Ça veut dire quoi? C'est que c'est une base. Okay, voilà. Ok. Oui, خد الميكرو tu poses la question. ماشي كون علاش ضربناها في ا غوش خصنا نشوفو ا غوش و ا دروات لا بس شنو هما خلي ما خدناش كاع حنا لا ماتريس واش انفيرسيبل ولا لا. انا شنو هما مازال ما خدناش داكوغ الفلكسبيليتي. ماشي ايكيفالون للغومارك شوفوا بعدا الغومارك نشوف كومون كون فا لابليكي بور لا بروبوزيسيون. سي داكوغ بون. Bon, on va essayer donc de prouver ça. Donc, si M plus lent égale IP, on veut prouver quoi que la famille CAM, ainsi de suite CPM, la colonne, les colonnes de la matrice, est une famille génératrice. Alors, comment on prouve? Est-ce que vous avez une idée comment on prouve qu'une famille est génératrice? Je peux prendre une matrice quelconque de, voilà, une matrice quelconque de MP1 de K. Il faut l'exprimer en fonction de quoi? En fonction des vecteurs de la famille. Ou bien, si vous connaissez déjà une base, parce qu'on peut faire encore ceci, hein, parce que déjà, on connaît une base de cet espace. On sait que M, MP1 de K, c'est le vecteur de quoi? C'est le vecteur de quoi? De la base canonique. La base canonique, c'est passé x1, x2, jusqu'à xp. Jusqu'à xp. OK? L'XL, c'est déjà en notation normal. XI, c'est quoi? C'est les matrices élémentaires. C'est les matrices élémentaires. Alors, si j'arrive à montrer que X, l'XI, appartient à un vecteur de C1 de M, CP2, si j'arrive à montrer que toutes les XI, c'est-à-dire les éléments de la base, eux aussi sont combinaisons linéaires des éléments de la famille, alors ça prouve quoi? Donc, ça, c'est pour quel que soit I. Ça prouve que la famille CAM, ainsi de suite jusqu'à CPM, est une base. Voilà, c'est pas une base, pardon. C'est une famille génératrice. Une famille génératrice. Génératrice de MP1. Est-ce qu'on est d'accord? Non, c'est pas une base. On m'a dit que c'est une base. Pourquoi c'est une base? Bon, c'est ce qu'on lit, c'est une base. C'est juste une famille génératrice. Oui, ça va être une base. Ça s'appelle le nombre d'éléments. Oui, on est d'accord, oui. Parce que je vais aller à la remarque. Le fait que je crée la remarque, j'ai écrit juste génératrice. Moi, je dois répondre juste ça là. Ça va être une base, parce que si c'est une famille génératrice, forcément, ça va être une base. Pourquoi? En regardant le nombre d'éléments. Parce que si on a une famille génératrice telle que le nombre d'éléments de cette famille coïncide avec la dimension d'espace, donc cette famille est aussi libre, ça va être une base. Oui, on est d'accord. Ok. Voilà, donc
Alors ça revient, bon, la question, ça revient à quoi? Ça revient à montrer que les xi sont des éléments de vecteur. Ça veut dire qu'il faut montrer que chaque xi est combinaison linéaire des ci. Alors, comment on va faire? On va démarrer de quoi? On va démarrer de notre égalité, c'est que m fois Q est égal à IP. Alors, puisque m fois Q est égal à IP, ça implique quoi? Alors, je vais considérer juste la IM colonne de cette écriture, hein. La IM colonne, ça veut me dire quoi? Ça veut dire CI de M Q est égal à CI de P, de la matrice IP. Alors déjà, on a cette propriété flux court. Donc, CI M Q est égal à quoi? Pour calculer la IM colonne d'un produit matriciel, ça revient à quoi? Ça revient à multiplier. Alors, si vous écrivez la relation, c'est déjà, on a vu ça dans ce cours-là, c'est rapidement, ça va être, M multiplié par CI Coulomb. Ok. Et c'est quoi la IM colonne de IP? Alors, IP, c'est une matrice identité. Matrice identité, ça veut dire que vous avez des I des I dans la diagonale. Vous avez des A dans la diagonale. Ça veut dire que si je considère la IM colonne, donc vous êtes d'accord que ça va être un fameux XI. Ok? C'est clair. Bon, ça, je crois que la caméra, regardez sur le sujet avant. Oh là là. Ok. Moi, c'est ce qui est belle comme ça, la caméra déchargée, mais pas ce que vous est-ce que vous arrivez à voir? C'est bon, c'est ma caméra en fait. خلاص خدتني الفاش باسكو مشات لا شارج. C'est bon, vous arrivez à voir. باين واضح. Ok. Alors vous êtes d'accord que la IM colonne de IP, ça va être XI. Et déjà on a vu ça, donc la IM colonne d'un produit, ça revient à multiplier la matrice A fois la IM colonne de Q. Okay. Et après, on veut encore donc, détailler un petit peu ce CI de Q. Okay. On veut le calculer. À quoi est égal? À quoi est égal M CI de Q. Et je veux l'exprimer en fonction des colonnes de M. Alors, ça va être égal à M, okay, multiplié par quoi? Donc, je peux noter les matrices Coulomb par B. Donc, lorsque je parle de la IM colonne, ça va être quoi? Ça va être le coefficient de là, c'est B1, c'est B1I, B2I, ainsi de suite jusqu'à B, puisque le terme est P, donc ça va être P. Okay. Alors, si j'effectue ce calcul, si j'effectue ce calcul-là, donc je vais avoir la somme. Ça va être exactement, bon, si on utilise sigma, ça va être P1, PAI multiplié par la première colonne de L, plus P, P2I multiplié par la deuxième colonne de L, et ainsi de suite, jusqu'à P, PI multiplié par la Pm colonne de P.
Je pense que c'est facile à vérifier ça, donc ce produit-là. Ok. Et c'est quoi M? C'est M fois la IM colonne de Coulomb, c'est XI. Et ça prouve quoi cette écriture que XI, effectivement, donc il appartient à un vecteur de quoi? C'est un vecteur de CAN, ainsi de suite jusqu'à CP. Ça veut dire tous les vecteurs XI de la base canonique de l'ensemble des matrices colonnes sont en fait combinaisons linéaires de colonnes de la matrice A. Voilà, donc ça veut dire que la famille est générale. La famille est génératrice. C'est clair? Voilà, donc l'autre sens, c'est aussi visant. Ça veut dire quoi? Il faut supposer que l'ensemble des colonnes est une famille générale, est une famille génératrice. Donc ça veut dire que MP1, on va supposer que MP1 de K est égal le vecteur de C1M1, etc. CP. On va supposer que c'est une famille génératrice. Bon, si c'est une famille génératrice, donc il va exister quoi? Pour chaque xi, je peux le calculer en combinaison linéaire. Ça veut dire qu'il va exister quoi? Des lambda, on va l'appeler lambda AI, multiplié par C, CAM, voilà, plus ainsi de suite. Quoi, donc lambda PI, multiplié par CP. Et comment on va considérer la matrice? Donc il suffit de prendre la matrice Coulomb. C'est exactement la matrice avec le coefficient lambda. Lambda I. On va prendre les mêmes coefficients qu'on a ici. Bon, ce sont des coefficients qui sont issus de quoi? De caractères génératrices de la famille. Bon, si je regroupe tous ces coefficients, ça va me donner une matrice carrée. Bon, il est facile de vérifier. Vérifie que lorsque je calcule M fois Coulomb, j'aurai la matrice est identique. Parce que lorsque je multiplie la matrice par une colonne, ça va me donner un certain xi. Donc si je le regroupe dans une matrice, bon, je vais reconstituer la matrice identité IP. Ok, c'est ce qui concerne cette remarque. Alors, on va voir maintenant le fait que la famille est libre. Pourquoi la famille est libre? Ça veut dire si on arrive à multiplier un par une matrice P à gauche et avoir la matrice IP, donc ça nous permet de dire quoi? Que ça implique que la famille maintenant des colonnes de la matrice CM, ainsi de suite jusqu'à CPM, ça va être une matrice, ça va être une famille libre. Ok. Alors comment on va faire ceci? Alors, tout simplement, on va considérer une combinaison linéaire. Donc on va prendre lambda A multiplié par C1M, ok, plus on va donc utiliser la définition d'une famille libre. Lambda P fois CPM égale 0. Et il faut montrer que les coefficients sont nuls. Alors, par le même calcul précédent, donc, on peut transformer cette relation en produit matriciel. Et ça va être exactement la matrice M multipliée par la colonne lambda 1, lambda P, égale
égale 0. Je ne sais pas ce que vous êtes d'accord ou non. Par le même calcul de ce que là, c'est la même chose. Pas le réciproque. Alors, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Alors, jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore utilisé le fait que P1 fois P fois M est égal à l'identité. Alors là, je vais multiplier la matrice, je vais multiplier cette égalité par P à gauche et à droite. Donc, j'aurai P fois M fois la matrice lambda 1, ainsi de suite jusqu'à lambda P, égale quoi? Égale 0 fois P, donc c'est 0. Et or, P fois M égale l'identité de P. Et on sait que lorsqu'on multiplie l'identité de P par une matrice, on sait que l'identité est un élément neutre pour le produit matriciel. Donc, ce qui va rester ici dans ce produit, c'est juste la colonne lambda 1 jusqu'à lambda P, qui vaut combien? Qui vaut 0. Bon, ça explique quoi? Ça explique que les coefficients, donc les lambda sont nuls, quel que soit. Ça veut dire que la famille est libre. Donc, la famille est libre. Alors, qu'est-ce que vous avez de questions? Je ne sais pas ce que c'est clair ou non. Bon. Oui. Je pense qu'une fois qu'on a compris ces deux remarques, bon, la caractérisation, ça devient facile, non? Parce que si une matrice, est inversible, ça veut dire que j'aurai en même temps une matrice à gauche et à droite. Donc, je vais multiplier A fois la matrice A-1 à gauche. Ça va me donner l'identité. Je multiplie A-1 fois A, ça me donne encore l'identité. Ça me donne encore l'identité. Et si je regroupe les deux résultats de la matrice, les deux résultats de la remarque, ça veut dire que la famille des colonnes, ça va être en même temps, une famille génératrice, une famille libre, donc ça me donne une base. Voilà. Donc c'est une façon pour vérifier que une matrice est inversible. Donc il suffit de regarder les colonnes et vous montrer que les colonnes ça constitue une base. Okay. Voilà, donc on termine cette partie de ce chapitre par la proposition 8 qui va nous dire la chose suivante. Bon, c'est une caractérisation, c'est encore plus facile pour vérifier que une matrice est inversible. Si on sait que cette matrice est triangulaire, que ce soit triangulaire supérieur ou bien triangulaire inférieur. Alors, une matrice triangulaire elle est inversible, c'est seulement quoi? Il suffit de regarder les éléments situés dans la diagonale. Si les éléments de la diagonale sont non nuls, donc la matrice est inversible. Voilà. Si je considère une matrice triangulaire supérieure, donc il suffit de regarder les éléments qui sont situés à la diagonale. Ça veut dire AII, A11, A22, ainsi de suite jusqu'à AP. Et là, vous avez des valeurs quelconques. Ici, vous avez des erreurs. Bon, ce qui est intéressant, c'est juste les éléments qui sont situés dans la diagonale. Il suffit de montrer que ces éléments sont non nuls. Il suffit de montrer que A et I est différent de 0, quel que soit. Et ça, c'est équivalent à dire que la matrice est inversée. Pourquoi est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ça? C'est la relation avec ça, ce qu'on vient de dire. Pourquoi ça va nous donner une matrice 1? Oui, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Parce que si vous regardez les colonnes, parce qu'on a dit dans la proposition, la caractérisation de matrice inversée, c'est-à-dire il suffit de montrer les colonnes constituent une base. Et c'est équivalent à dire que les colonnes, ça constitue une famille libre ou bien une famille génératrice. Alors, si vous avez une famille, bon, si vous avez une matrice triangulaire supérieure,
Ça veut dire ça me rappelle, ça c'est la même chose que l'échelonnement de Gauss. Donc ça veut dire que les éléments diagonaux, c'est exactement les pivots. Alors, si vous essayez donc de résoudre, si vous considérez la première colonne, ça va être quoi? Ça va être A1, A, et après ce sont des zéros. La deuxième colonne, ça va être bon, une valeur ici, mais la suivante, ça va être A, 2, 2. Les autres sont des zéros. Et ainsi de suite, jusqu'à la dernière colonne, ça va être des valeurs ici. Et la dernière, c'est... Alors, si vous utilisez la définition d'une famille libre, donc il suffit de considérer un scalaire ici lambda 1 fois lambda 2, etc. Ici, ça va être lambda p égale 0. Il faut prouver quoi? Que les lambda i sont nuls. Voilà, oui, oui. Alors, pour montrer que ça, bon, on suppose que les AI sont non nuls. Alors, dans le système de pivot de Gauss, si vous avez un système échelonné, pour résoudre l'équation, vous commencez par la dernière équation dans le système, ça veut dire celle-là. La dernière équation, ça va être quoi? Ça va être lambda p multiplié par APP égale 0. Et puisque lambda p, APP est non nul, alors ça veut dire que lambda p est nul. Il veut remonter. Vous passez à lambda p moins 1. Vous montrez qu'elle est aussi nulle, ainsi de suite. Alors, par la méthode de la remontée, vous arrivez jusqu'à lambda. Lambda 1, il va montrer qu'elle est nulle. Alors, ça veut dire que la famille est une famille qui est libre, donc ça forme une base de. Voilà, ça forme une base, donc la matrice, elle est inversée. OK? Et bien sûr, si l'un des AI n'est pas nul, donc vous allez voir que cette famille-là ne peut pas être une famille libre. Voilà. Alors que je ne sais pas, ça reste combien de temps? 10 minutes, c'est ça. C'est pas la peine de. Alors, on passe à la série d'exercices. Alors, je vais arrêter ce partage. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la prochaine séance, on ne va pas faire la lecture de كما درت دابا. حاولوا تقراو مزيان. نديرو ليه rapidement. باش نخدموا les exercices. Ok, donc je vais arrêter le partage. Bon, quelqu'un partage avec nous la série d'exercices. Peut-être tu partages. Je vous fais un snap. On va essayer donc de corriger un exercice ou bien deux le temps restant. Oui. كنا عند حسب ما عرفتش كاين ولا لا Ouais, je te présente aussi. واخا بغيت نبارطاجي لك اوكي D'accord. c'est bon c'est bien.
Ah, c'est bien que le travail de crédit. Oui. Ah oui, وصلنا la quatrième question. La quatrième question, oui. Je retrouve la quatrième question. La quatrième. Ah, les questions, laissez-moi regarder la page. Quatrième question, la quatrième. Voilà. C'est ça que je voulais la quatrième question, tu me rappelles? Montrer qu'au cours sur x par moins, f de x supérieur ou égal à racine sur 2, l'intégrale 0, 0 sur, jusqu'à t sur 4 de exponentiellement x de t de t. Oui, c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu as fait? J'ai effectué premièrement la relation de Charles, 0, 0 t sur 4, exponentiellement x de t cos de t, plus l'intégrale p sur 4, p sur 2, exponentiellement x de t cosinus de t. On a Oui. l'intégrale positive, donc la Oui. différence va être supérieure ou égale à 0. L'intégrale est positive. Oui. L'intégrale de quoi qui est positive? C'est l'intégrale De de p P sur sur. 4 jusqu'à p sur 2. Oui, c'est bon, oui. Après? Donc, j'ai l'intégrale de 0 jusqu'à p sur 4 de exponentiellement x de t fois cosinus de t dt inférieur ou égal à f de x. Mhm. Or, t compris entre 0 et p sur 4, donc cosinus de t est compris entre racine 2 sur 2 et 1. Oui, c'est ça, oui. Donc, j'ai multiplié par exponentiellement x fois t. Donc, j'ai racine 2 sur 2 fois l'intégrale de 0 jusqu'à p sur 4 de exponentiellement x de t inférieur ou égal à f de x. C'est bon, oui, ça marche. Oui. Ok. Voilà, donc pour la question 5, c'est ça? Oui. La question 5, on demande quoi? Il est demandé de déduire le comportement de f en voisinage de moins l'infini. Ok, oui. Comment tu as. J'ai calculé l'intégrale de exponentiellement x de t. Ok. J'ai l'intégrale est égale à exponentiellement x fois p sur 4 sur moins x plus 1 sur x. Ok. L'intégrale de 1 sur x, la fonction 1 sur x, quand x tend vers moins l'infini donne 0. Et Oui. la limite de exponentiellement x fois p sur 4 sur moins x va nous donner plus l'infini. Ok, c'est bon, oui, ça marche. Donc, d'après l'inégalité, f de x supérieur à 0, racine 2 fois 2 fois l'intégrale de 0 jusqu'à p sur 4 exponentiellement x de t, va nous donner plus l'infini. La limite soit en plus. C'est bon, c'est bon. Oui. Alors, après, Dans le question 6, on doit montrer que pour tout AB appartiennent à R plus au carré, on a exponentielle moins A moins exponentielle moins B inférieur ou égal à la valeur absolue de B moins A. J'utilisais, monsieur, tu peux. بس انا باش une question là, je pense un comportement c'est زيد يحسب حتى في x sur x, ok. Ah, Je dis la limite parce que ما طلبوش منك على la limite بوحدها, le comportement. Si on veut le comportement asymptotique au voisinage plus l'infini. Bon, f(x) étant plus l'infini, on est sûr. On aimerait bien aussi donc de connaître aussi est-ce qu'il y a des branches. Est-ce que c'est une branche ah, parabolique? Ok. Donc, d'accord. tu dois calculer encore f de x sur x. Je pense moi, ça s'intéresse f de x sur x moins x.
Tu dois diviser par moins x pour garder des inégalités. Ouais. Je pense que ça va tendre vers l'infini. C'est plus là. Ça va tendre aussi vers plus l'infini. Parce que l'exponentiel que l'emporte. Si on divise par x, toujours l'exponentiel, il va l'emporter, donc on va tendre vers l'infini. L'infini. Plus l'infini. Donc il va admettre une branche parabolique. Parabolique de direction de OY. Donc, après, donc, dans la question 2, on vous demande quoi? D'établir l'inégalité. Oui. Oui, c'est une application directe du théorème d'accroissement. Fini. Théorème de croissance fini. Accroissement infini, oui. Ok. Donc, vous êtes donc, je l'ai appliqué l'exponentielle sur AB, c'est ça? Oui. Il existe un peu, voilà. Donc, il suffit de remarquer que f' de c est inférieur à 1. Non? Oui. Non. L'inférieur à 1, ça